L'Algarve est surtout connue pour ses plages et ses stations balnéaires, mais il suffit de se déplacer à quelques kilomètres pour trouver de petites villes au charme beaucoup plus exotique. Faro, par exemple, n'est pas qu'un aéroport international. Sous l'œil des cigognes, une balade dans le centre historique conduit presque naturellement au pied de la cathédrale. Du haut de sa tour carrée, on découvre l'étendue du parc naturel de Ria Formosa avec son immense lagune et ses bancs de sable. Un peu plus loin sur la côte, Tavira est une petite ville de pêcheurs qui a conservé toute son authenticité. 32 édifices religieux, un pont romain, un château, des quais toujours animés et une atmosphère très dépaysante. Voilà 2 villes qui enrichissent le voyage en Algarve. Nous sommes dans le nord de l'Espagne, à Teruel, la ville de l'amour. Mais Teruel, c'est surtout, dans la région de l'Aragon, une très belle illustration de l'architecture moudéjare. En d'autres termes, il s'agit du style de construction adopté par les musulmans pendant leur présence en Espagne. Bien qu'un peu isolé au nord de Valence, je vous conseille la visite de Teruel si vous êtes sensible à l'esthétisme. Les 2 tours principales sont d'ailleurs inscrites sur la liste du patrimoine mondial. La journée passée à se balader dans les ruelles pourra s'achever sur l'une des terrasses de la place du Torillon, point central de la ville. Quant à la légende des amants de Teruel, l'histoire est tragique. Diego et Isabelle s'aimaient, mais le père de la belle lui préféra un autre mari. Diego mourut de chagrin. Lors de son enterrement, elle embrasse le corps de Diego et meurt à son tour, donnant à son amant mort le baiser qu'elle lui avait refusé de son vivant. Vivre à l'anglaise et se perfectionner dans la langue de Shakespeare, sous le soleil et dans un décor méditerranéen, c'est possible ici, sur l'île de Malte. Voilà l'un des rares pays au monde réellement bilingue. L'anglais y est enseigné dans toutes les écoles dès l'âge de 4 ans. Indéniablement, les Britanniques ont laissé des traces, des beaux Windows aux cabines téléphoniques, des pubs aux activités sportives, on s'y croirait. Il ne manque plus que la relève de la garde pour compléter le tableau. Ils ont pour la plupart entre 14 et 18 ans, ils viennent d'un peu partout en Europe et ils se retrouvent à Saint-Julien, près de La Valette, pour une semaine, un mois, voire plus, car certains y prennent goût et décident de s'installer à Malte. L'objectif ? Parler anglais et vivre à l'anglaise, ce qui peut paraître insolite au beau milieu de la Méditerranée. Lors d'un séjour en Martinique, après avoir bien profité de la plage, vous pourrez vous intéresser à l'histoire de cette île des Caraïbes. Vous apprendrez ainsi que c'est à Saint-Pierre, ici, que fut planté le premier drapeau français en 1789. Impossible de passer sous silence une autre page de l'histoire de Saint-Pierre. C'est en 1902 que le volcan de la montagne Pelée, toute proche, entra en éruption, détruisant la ville et ses 28 000 habitants. La visite de Saint-Pierre est l'occasion d'un émouvant voyage dans le temps. La riche histoire de celle qui était appelée le Petit Paris des Antilles est racontée avec passion par le propriétaire du petit train touristique qui fait office de guide. N'hésitez pas à lui consacrer 1 heure ou 2 avant de flâner dans les quelques rues de cette ville d'atmosphère inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici, sur l'île de Krk, au nord de la Croatie, que cet homme fonda en 1898 la première bibliothèque du pays. C'est également au cœur de ce petit village du Kvarner que se trouve le berceau de la langue croate. À quelques kilomètres seulement de la frontière avec l'Italie, le Kvarner est une région dans laquelle je vous conseille de passer quelques jours afin d'apprécier toute sa diversité. Vous passerez forcément par Opatija, avec un bord de mer sans béton qui s'étend sur 12 km, et de superbes villas du 19e siècle. Aucun doute, il s'agit de la Riviera croate. Puis direction les îles, auxquelles on accède soit par un pont, soit en bateau. Chacune est différente, mais toutes possèdent un point commun, des eaux d'une transparence étonnante. Enfin, un dernier conseil, de retour sur le continent, conservez du temps pour découvrir la formidable nature d'un parc national et vous aurez réuni un concentré de ce que peut offrir le nord de la Croatie.
encore en Europe des îles habitées sans route ni voiture. Des îles pour s'offrir une parenthèse très dépaysante, à quelques minutes des villes touristiques de l'Algarve, au sud du Portugal. 10 minutes à peine de bateau-taxi depuis le continent pour atteindre l'île de Culatra. 10 minutes pour changer de monde et se retrouver dans un village de pêcheurs posé sur du sable, au cœur du parc naturel de la Ria Formosa. Ici, pas d'hôtel ni de discothèque, seuls quelques dizaines d'habitants vivent sur l'île toute l'année. Un conseil, si vous venez à Culatra, soyez discret. Ne perturbez pas la sérénité que semblent partager ceux qui ont fait le choix de l'insularité. Profitez de la superbe plage de Culatra, passez un moment en terrasse, les pieds dans le sable, et repartez un peu plus philosophe qu'en arrivant, après avoir assisté à un coucher de soleil somptueux sur l'océan. Nous sommes au nord de l'Espagne, très à l'écart des circuits touristiques classiques. Entre Madrid et Saint-Sébastien, je vous propose de découvrir la ville de Soria, capitale de la Castille, une ville à la campagne. Est-ce dû au Douro qui coule à l'entrée de la ville? Est-ce le parc du château, lieu de promenade idéal avec comme but de balade le bel ermitage qui surplombe la rivière? Ou est-ce encore à cause du monastère Saint-Jean, lui aussi situé hors les murs de la ville? Je vous conseille de prendre comme point de départ la Plaza Mayor, superbe, sous un soleil matinal, pour faire le tour des bâtiments significatifs. En flânant dans les rues, vous tomberez forcément sur palais, églises et autres petites places. Une curiosité, la cathédrale, complètement excentrée, elle semble à l'écart de la vie de Soria. En une demi-journée, vous aurez tout vu, ce qui vous laissera le temps de vous échapper dans la campagne environnante pour découvrir le reste de la Castille. Destination, les îles du Salut. Nous sommes au large de la Guyane, près de Kourou. C'est Albert Londres qui avait dit « Ici, on a mis l'enfer au paradis ». Elles sont 3, mais seules 2 d'entre elles peuvent se visiter, l'île Royale et l'île Saint-Joseph. Pendant près d'un siècle, y fut installé le bagne. C'est sur la Royale que se trouvent les bâtiments principaux, relativement bien conservés. En tout cas, ils permettent de se faire une idée de ce qu'était le cadre de vie des 1000 bagnards et de leurs gardiens. Je vous conseille de vous faire accompagner par un guide local afin de tout savoir, ou presque, à propos de Forçat qui était loin d'être inactif. La piscine d'eau de mer, le quartier des surveillants, celui des condamnés à mort, l'hôpital, la chapelle, tout fut construit de leurs mains. Les îles du Salut représentent aujourd'hui une étape incontournable de tout séjour en Guyane. Pendant un séjour à la Martinique, je vous conseille de vous arrêter au bord d'un champ de canne à sucre. Ce sera pour vous l'occasion de mieux connaître une activité qui fait partie du patrimoine des Martiniquais. La culture de la canne à sucre remonte en effet au XVIIe siècle et c'est en partie pour elle qu'une main-d'œuvre africaine fut nécessaire. Sur place, n'hésitez pas à engager la conversation avec les gens qui travaillent dans les champs, surtout en période de coupe, du mois de février au mois de juin. Ils vous diront tout sur la canne, le sucre et la seule usine sucrière de l'île, le rhum et les distilleries installées dans de superbes propriétés, accessibles à la visite pour la plupart. La Martinique de l'intérieur offre ainsi une belle alternative aux journées passées sur les plages. Les années passent et le succès de la Croatie ne cesse de se confirmer. Point de convergence de la plupart des touristes, Dubrovnik et Split, vous allez comprendre pourquoi. Port d'embarquement pour de nombreuses îles, c'est l'intérieur de Split qui est étonnant. Dans le labyrinthe de ces ruelles médiévales, vous y découvrirez ce qui fut un immense palais impérial, occupé aujourd'hui par la population. Plus au sud, que ce soit par la mer ou par la route, l'arrivée à Dubrovnik est impressionnante. Blotti derrière d'épaisses murailles, palais, cloîtres, églises, monastères et couvents sont concentrés dans un petit périmètre, l'ensemble relié par des ruelles et des places dans lesquelles la vie s'est organisée depuis des siècles. Splendide, Dubrovnik mérite cependant d'être visité hors saison afin d'éviter la foule.
De l'Algarve au sud du Portugal, on connaissait les plages et les stations balnéaires. En partant sur la route des villages blancs, à l'intérieur des terres, voilà ce que vous pourrez découvrir. Pas très loin de Faro, au milieu d'un jardin en terrasse, surgit à Estoy un petit palais rococo plein de charme. Ensuite, je vous conseille de continuer la route en direction de la montagne. Les paysages sont superbes et au détour d'un virage apparaît ici une puissante forteresse à proximité de la frontière espagnole et là, un village aux maisons blanchies à la chaux au milieu des orangers. Pour le déjeuner, vous pourrez vérifier par vous-même que les produits de la mer et ceux de l'intérieur s'associent en cuisine pour le meilleur, même au Portugal. Et sur la route du retour, un coup d'œil sur le château de Silves, le plus grand de la région, avant de retrouver la plage. Gozo est une île de Méditerranée qui fait partie de l'archipel de Malte, une île pour les vacances qui associe une belle nature et un patrimoine historique vieux de 5000 ans. Je le confirme, il reste encore des territoires européens à découvrir. Gozo en est un. Premier caractère fort, on accède à cette île uniquement par bateau. Le voyage commence ainsi, bien avant l'arrivée sur place. Gozo livre ensuite ses atouts un par un, à qui prend le temps de les apprécier. Une citadelle, Victoria, qui abrite la principale ville de l'île. 2 temples qui sont, d'après l'UNESCO, les plus vieux monuments du monde. Des côtes splendides, constituées de falaises, de grottes et de salines. Et enfin, dernier caractère, des fonds sous-marins magnifiques, très appréciés des plongeurs. C'était Idées d'ailleurs avec opodo.fr.